Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 12 octobre 2024 et on vient de terminer encore une fois une semaine spectaculaire puisque les indices américains sont au plus haut de tous les temps. L'Europe pas si loin que ça, surtout l'Allemagne entre autres. La Suisse n'a pas fait grand chose cette semaine, mais l'un dans l'autre on consolide et on reste pour l'instant dans notre range. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que malgré des nouvelles qui sont pas toujours extraordinaires, j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos de cette semaine. Malgré des nouvelles qui ne sont pas extraordinaires, les marchés font preuve d'une résilience et d'une force absolument incroyable en continuant toujours de regarder ce qui va bien. Alors pour l'instant, comme d'habitude, il ne faut pas aller contre la tendance, il faut continuer à surfer sur la vague haussière. Mais c'est vrai qu'il y a toujours de plus en plus de questions qui se posent, même si le climat géopolitique fait que pour l'instant, on s'occupe plus de la globalité des choses et moins des choses en détail au niveau des sociétés. On regarde un peu plus largement ce qui se passe au niveau politique surtout, puisqu'on a une grosse échéance électorale qui se pointe à l'horizon dans les semaines qui viennent. Plus qu'une grosse vingtaine de jours pour savoir qui sera le nouveau président ou la nouvelle présidente américaine. Et donc, par rapport à ça, les marchés se posent beaucoup de questions. On peut aussi s'en poser sur la qualité des chiffres qui sont publiés ou la véracité de certains chiffres qui, quand même, des fois, semblent un tout petit peu suspects. En tous les cas, ce qu'il faut retenir surtout cette semaine, c'est que les États-Unis terminent encore une fois non seulement au plus haut de tous les temps, mais en plus un vendredi, en weekly, en fin de semaine, au plus haut de tous les temps. Alors tout d'abord, ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est vraiment le côté résistance. Alors vous verrez, ce Swiss Bliss aujourd'hui, il est un peu plus large que Suisse. Il y a beaucoup moins de Suisse et un peu plus d'autres choses parce que ça me paraissait important de parler aussi d'autres sujets. Le premier sujet qui m'a touché cette semaine, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a annoncé pas mal de choses cette semaine, un rebond léger de la production industrielle, un excédent commercial plus important que prévu, mais surtout des prévisions pour le gouvernement allemand qui étaient dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme. Ils ont encore rabaissé leurs attentes de croissance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance jusqu'à la fin de l'année. Ça devrait se prolonger encore l'année suivante. Donc en gros, pour l'instant, l'Allemagne est en train de se diriger vers une récession. Jamais l'Allemagne n'a été en aussi mauvais état économique que depuis la réunification des deux Allemagnes. Donc ça date pas d'hier. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation quand même extrêmement compliquée. L'Allemagne va mal. On a vu des profit warnings dans le secteur automobile. On a vu dans le secteur chimique. On a vu que l'augmentation du coût de la main-d'œuvre coûtait très très cher aux sociétés. On a vu qu'il y avait énormément de problèmes géopolitiques et migratoires puisqu'ils ont dû fermer les frontières. Donc l'Allemagne ne va pas bien. Économiquement, ça reste quand même le poids lourd européen. Et aujourd'hui, quand on voit les déclarations qui ont été faites par le gouvernement allemand, ça fait très peur et c'est pas vraiment rassurant pour la suite. Pour l'instant, on parle pas de récession, mais pour être franc, je ne serais pas étonné de voir le sujet être abordé dans les mois qui viennent au sujet de l'Allemagne. Et pourtant, le DAX termine quand même quasiment au plus haut de tous les temps et l'indice reste extrêmement fort. Sur l'annonce même de ces révisions des prévisions futures économiques en Allemagne, le marché a terminé en hausse de 1% parce que l'excédent commercial était plus important. Donc pour l'instant, on est toujours en train de chercher vraiment ce qui est positif, mais l'un dans l'autre, on voit quand même que la globalité de l'économie n'est pas non plus géniale et c'est assez impressionnant de voir encore une fois comment on est capable de gérer ces mauvaises nouvelles en continuant d'acheter parce qu'en se disant oui, un jour ça ira mieux, oui, parce que l'Allemagne va mal. La BCE va couper les taux la semaine prochaine de 1,5% pour stimuler l'économie européenne. On peut rêver, mais pour l'instant rien n'est moins sûr, mais néanmoins l'Allemagne continue d'être relativement forte, tout comme les États-Unis bien sûr, ou encore même la France. Au niveau des chiffres économiques, eh bien, j'étais pas là hier matin, mais en tout cas, vous avez vu les chiffres du CPI qui n'étaient pas bons, puisqu'on voit un léger rebond du CPI. On a également eu les chiffres du PPI hier aux États-Unis qui étaient un peu moins mauvais, on va dire, mais quand même, il y avait quand même 2-3 signes que ça redémarrait un petit peu. Alors souvenez-vous que le CPI, c'est le deuxième chiffre, le PPI c'est le premier, c'est d'abord les producteurs. Si celui-ci est en train de monter, ça veut dire que le CPI devrait monter derrière. Si le PPI est en baisse, ça veut dire que normalement le prochain CPI sera meilleur. Alors pour l'instant, le PPI n'a pas marqué trop de velléité haussière, mais on notera quand même que le chiffre du mois dernier a été révisé à la hausse. Donc ce qui veut dire que de nouveau, encore une fois, un coup de maître de la part du Bureau of Labor Statistics qui s'est encore foiré sur les calculs du PPI. Donc on ne sait pas trop où on en est, mais quand on regarde juste les chiffres, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le CPI pour l'instant est monté pour la première fois depuis 18 mois de manière conséquente, que le PPI est monté pour la première fois depuis le mois de juin, que le PPI a été révisé sur les chiffres du mois dernier à la hausse, et que le core PPI est lui en hausse depuis 2 mois consécutifs. Et on
notera aussi que le core PPI et l'inflation du mois dernier ont été révisés à la hausse par le BLS. Donc quand vous mettez bout à bout ces chiffres-là, eh bien vous vous dites quand même que peut-être l'inflation donne des signes de vie. Peut-être que la Fed s'est un petit peu trop précipitée en baissant ses taux de 50 basis points il y a bientôt un mois. Et peut-être que les 50 BP de baisse étaient plus un mouvement politique qu'un mouvement réellement fondé économiquement parlant. Puisqu'aujourd'hui, quand on voit le redémarrage du CPI et du PPI, je vous garantis une chose, c'est que pour l'instant, on s'en préoccupe pas trop. Mais si ça continue encore, on va dire, sur le mois d'octobre et voire sur le mois de novembre, on va rapidement se poser la question de savoir si c'était vraiment intelligent d'avoir ne serait-ce que baissé les taux. Pour l'instant, ça nous rassure pour la suite parce qu'en compte tenu des chiffres, ça tient encore. Donc on se dit 25 basis points début du mois de novembre, c'est tout à fait dans les cordes. 96% des gens le pensent pour l'instant. Donc pour l'instant, évidemment que les 50 basis points, c'est même plus une question, ça n'arrivera pas. Par contre, effectivement, on peut se poser des questions sur ce qui va se passer ces prochains temps. Avant le prochain meeting de la Fed, on aura encore le PCE. On aura encore pas mal de signes qui pourraient nous poser des problèmes au niveau de l'inflation. Ne serait-ce que le sujet des tensions au Moyen-Orient qui peuvent pousser encore une fois le pétrole beaucoup plus haut en cas d'explosion globale dans la région. Autrement, on notera les premiers chiffres du trimestre qui sont sortis aux États-Unis hier. On a vu les bancaires américains qui ont fait nettement mieux que les attentes, que la baisse des taux finalement n'a pas eu d'impact sur leurs résultats. Donc hier, la clôture à la hausse du S&P 500 était principalement due à la performance stratosphérique de JP Morgan et de Wells Fargo. Donc du bon du côté des banques. Je rappelle quand même encore une fois que c'est toujours extrêmement difficile d'interpréter le résultat des banques puisqu'en général, même les analyses bancaires des autres banques qui analysent les banques en question sont à côté de la plaque en général. Donc autant vous dire que c'est toujours très compliqué. Les bilans sont extrêmement complexes. Néanmoins, hier, c'était une satisfaction. JP Morgan, on peut dire qu'ils ont publié de très bons chiffres, une bonne surprise à la hausse. Par contre, ce qui était assez intéressant, c'est que Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a parlé encore une fois pour dire que la situation géopolitico-économique mondiale était extrêmement tendue et que lui, il avait très peur pour la suite des événements. Notons également le retour de la tech aux États-Unis. On a vu que ça repartait gentiment. On verra tout à l'heure sur les graphiques et sur les performances que finalement, eh bien, le SOX est quand même bien revenu. C'est de bon augure pour la suite. Par contre, attention au niveau de la tech. On va commencer bien sûr au niveau des résultats. La semaine qui arrive maintenant, mercredi matin, en Hollande, on aura les publications d'ASML. ASML, c'est la société qui est au début de la chaîne de production des semi-conducteurs puisqu'ils fournissent les machines pour faire les semi-conducteurs. Et donc, si ASML sort des bons chiffres, on va être rassuré sur toute la problématique globale du secteur. En revanche, si jamais la croissance ralentissait ou si jamais les commentaires sont prudents pour la suite, évidemment, vous savez comment ça se passe en général. Le budget en France, alors ça c'est hyper intéressant aussi. Si vous regardez la performance du CAC 40 vendredi alors que le budget a été annoncé jeudi, vous vous dites waouh, c'est impressionnant. Le CAC 40 n'est pas monté à cause du budget. Le CAC 40 est monté à cause du reste du marché qui montait, du reste du marché mondial, les États-Unis, les performances des banques aux États-Unis, mais en tout cas pas à cause du budget. On va pas rentrer dans le détail du budget annoncé par Monsieur Barnier, d'abord parce qu'il n'est pas voté pour l'instant. Il devrait commencer les premières délibérations le 21 octobre. Mais ce qu'il faut retenir au niveau du budget français, c'est que ils vont trancher dans le vif. Ils doivent faire 60 milliards d'économies, ne serait-ce que pour les 12 prochains mois. Pour l'instant, ça va être très compliqué. Ils ont dit que ce seraient les grosses entreprises et les très riches qui allaient casquer. Mais l'un dans l'autre, quand même, tout le monde va devoir mettre la main à la poche. Donc, il va y avoir aussi des conséquences sur le consommateur français et sur les moins riches. Donc, autant vous dire qu'il y a aussi beaucoup de choses que la moitié de la France soit dans la rue ces prochains temps. Ça, c'est encore de la musique d'avenir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les experts prévoient grosso modo que ce budget va ralentir le PIB français de l'ordre de 0,6 à 1%. Donc, c'est une estimation, bien sûr. Par contre, de l'autre côté, dans le cadre du budget, le gouvernement garantit que l'année prochaine, il y aura quand même, la croissance ne baissera pas, elle sera toujours de 1,1% pour 2025. Alors, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire pour couper dans le gras, réduire les revenus des ménages et en plus générer de la croissance en France. Ce sera super intéressant à observer dans le cas où ils arrivent à le faire passer. Il restera toujours le 49.3, mais enfin pour l'instant, le marché ne s'en préoccupe pas. Ce qui sera intéressant à observer, c'est aussi le côté obligataire, comment les gens vont le percevoir. On entend quand même parler ici et là par rapport à la situation économique, budgétaire, financière en France, que certaines boîtes de rating comme Moody's ou Fitch
pourrait rapidement venir downgrader la France. La guerre au Moyen-Orient, on en parle peu au niveau des marchés financiers, mais ça reste une épée de Damoclès en ce moment. Ça n'a pas eu gros impact sur la semaine dernière. Le pétrole continue à bouger dans tous les sens. Le pétrole pourrait monter effectivement en cas d'attaque frontale des Israéliens sur les raffineries iraniennes, mais comme pour l'instant, il ne se passe rien. C'est d'ailleurs un peu étonnant qu'Israël mette autant de temps pour répliquer, à moins qu'ils soient en train de préparer quelque chose, on verra. Ça peut venir bien sûr d'un instant à l'autre, donc ça reste cette épée de Damoclès qui pour l'instant est une tension qui n'en est pas une parce que ça ne préoccupe pas vraiment le marché, même si Israël continue à bombarder tout ce qui lui passe sous la main. Mais à côté de tout ça, on attend d'en voir un peu plus sur quelle sera la réplique, quelles seront les conséquences sur le pétrole. Vous connaissez l'histoire, mais n'oublions pas quand même que ce truc-là est quand même très très présent dans la tête des marchés financiers, même si pour l'instant on ne sait pas trop quoi en faire. Le stimulus chinois, c'était le gros thème de la semaine dernière. Donc mardi, ils sont revenus au bureau. Les marchés ont été déçus parce qu'ils n'ont pas rajouté une couche au stimulus qui était estimé insuffisant. La grande peur des marchés aujourd'hui, c'est que finalement ce stimulus chinois ne fasse qu'aider le marché à très court terme et ne permette pas une relance réelle. Ce qu'on veut réellement voir, c'est une aide au niveau d'abord du peuple, tout en bas, parce que pour l'instant, c'est surtout les banques et l'économie et les marchés financiers qui vont en bénéficier, mais pas forcément le consommateur. Alors on attend des améliorations au niveau du peuple. En fin de semaine, on a eu des rumeurs comme quoi le gouvernement chinois allait faire une conférence de presse ce samedi. Effectivement, c'est chose faite. Le gouvernement chinois a fait une conférence de presse tout à l'heure, cette nuit. Grosso modo, il n'y en a pas grand-chose qui en est ressorti. Quand vous regardez les premiers commentaires des analystes sur place des Chinois, ils estiment que grosso modo, c'est une grosse déception. Ils n'ont pas annoncé de choses extraordinaires, encore une fois. Rien de neuf, ils ont promis qu'il y aurait d'autres améliorations, d'autres injections dans les mois qui viennent, mais rien de neuf. De nouveau, toujours rien de plus au niveau de la fiscalité ou au niveau du consommateur. Donc on peut se dire que lundi matin, ça risque d'être un petit peu shaky sur les marchés asiatiques de nouveau, mais on a 48 heures pour interpréter les choses et c'est pas plus mal. Petit sujet que je me dois d'aborder, même si ça n'a rien à voir avec le marché suisse, il faut quand même pas oublier une chose, il y a les Chinois toujours qui sont en train de mettre en place des taxes douanières ou des nouvelles réglementations douanières pour riposter aux taxes sur l'importation des véhicules chinois en Europe. Souvenez-vous, il y a quelques mois, l'Europe, dans sa grande mensuétude, a décidé de surtaxer tous les véhicules chinois qui arrivaient depuis la Chine, chose qui n'a pas forcément plu, même aux fabricants automobiles européens, parce qu'ils craignaient des représailles. Alors pour l'instant, les représailles ont commencé à venir la semaine dernière, pas sur les voitures, mais sur l'alcool, puisque les Chinois ont demandé aujourd'hui à tous les importateurs chinois qui importent du cognac ou de ce type d'alcool depuis l'Europe de déposer une énorme caution pour pouvoir le faire, chose qui ne sera pas faite parce que c'est pas dans leurs moyens. Résultat, ils vont devoir trouver d'autres systèmes, d'autres alcools, en tout cas pas des alcools qui ne viendront pas d'Europe. Et résultat, ça risque de faire un gros trou dans les chiffres d'affaires de sociétés comme Rémy Cointreau ou comme Pernod Ricard. D'ailleurs, on a vu en fin de semaine que durant toute la semaine, ces deux titres étaient relativement sous pression à cause de ces nouvelles taxes douanières avec la Chine. Donc le combat des taxes douanières avec la Chine est en train de s'intensifier entre l'Europe et la Chine. On peut s'attendre ces prochains temps en fonction des élections américaines. Là, aux dernières nouvelles, il semblerait que Trump ait fait un petit pas vers la victoire. Si Trump arrive au pouvoir, il y aura aussi des taxes douanières qui vont arriver dans tous les sens. Donc ça risque d'être rigolo aussi au niveau de la croissance de certaines sociétés qui risquent de se retrouver dans une merde noire. Résultat, il faudra quand même se souvenir de ce petit point-là, ces changements de réglementation et ce combat au niveau des taxes douanières qui pourrait poser quelques problèmes. En tout cas, Pernod Ricard et Rémy Cointreau peuvent vous en parler. Et puis, je terminerai ce point de situation avec les annonces de Tesla. Alors, vous l'avez vu dans la nuit de jeudi à vendredi, Tesla a annoncé l'arrivée de ses robotaxis. Ils ont présenté le robotaxi. Grosso modo, ça ressemble à une Tesla, sauf qu'il n'y a pas de pédale et pas de volant à l'intérieur. Ça peut vous amener partout et n'importe où. Ils espèrent les lancer vers fin 2025, début 2026. C'est ce qui devrait générer l'explosion de la croissance de la société. Ils ont également présenté leur robot Optimus, qui a démontré qu'il pouvait servir des verres et puis faire la cuisine, nettoyer la cuisine, et que normalement, selon Musk, eh bien, d'ici quelques années, tout le monde pourra avoir un robot, voire deux comme ça à la maison. Ça devrait coûter autour de 30 000 $ le robot. Et puis, il pourra vous aider concrètement à la maison. Donc, ceci est une révolution. Vous aurez une Tesla qui vous conduira partout où vous voulez. Vous aurez un robot qui fera la bouffe et la cuisine et le ménage à la maison. Tout ça, c'est bien joli sur le point futuriste. Simplement, quand vous regardez un petit peu l'analyse qui en est ressortie de la part des analystes, des experts, des gars qui suivent vraiment Tesla, eh bien, le feedback global, c'est tout ça pour ça, seulement ça. Il n'y a rien de plus. Bref, grosse déception, pas assez d'informations. On attendait surtout de voir un peu ce que Musk allait présenter. Les actionnaires de Tesla étaient très concentrés sur
Que fait réellement Musk? Parce que vous savez que Musk, il gère plus ou moins 6 ou 8 sociétés en parallèle. On lui reproche beaucoup de ne pas être suffisamment présent à l'intérieur de Tesla. Donc on voulait voir ce qu'il allait annoncer. Musk a apparu pendant 20 minutes, ce qui est beaucoup moins que d'habitude. Et puis il a simplement dit des choses qu'on savait déjà. Les robotaxis, effectivement, on savait qu'ils devraient arriver dans le courant 2025. Le robot, on savait qu'il devait arriver. Alors on voit qu'il va bien, mais que c'est pas encore top, top, top. Et puis les gens sont sortis là-bas avec un goût d'inachevé. Et une sensation que tout n'était pas réglé. On n'a pas eu d'informations sur comment est-ce qu'ils comptaient passer le côté réglementatoire, parce qu'effectivement aujourd'hui, c'est pas autorisé de laisser rouler toutes les voitures que vous voulez sans conducteur, donc c'est un problème qui n'est pas réglé et ils en ont pas du tout parlé. On ne sait pas quand est-ce que réellement ils vont pouvoir commencer à fonctionner. On ne sait pas à qui sera attribué les responsabilités de ces voitures en cas d'accident. On ne sait pas vraiment quand c'est qu'ils vont pouvoir commercialiser les robots. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent un peu. Et puis en plus, on attendait un nouveau modèle de Tesla, un plus petit modèle, un modèle de bas de gamme, entre guillemets, pour essayer de toucher une nouvelle clientèle. Et là, non plus, rien du tout. Résultat, grosse déception sur le titre de Tesla qui perdait 9% dans la séance de vendredi. Bon, il faut dire que Tesla était beaucoup monté ces dernières semaines, que les gens attendaient beaucoup. Donc il y a l'effet, puisqu'il n'y a rien de plus, on vend. Deuxièmement, il y a de nouveau l'impression qu'on n'est pas plus avancé qu'avant. Et troisièmement, effectivement, le feedback des analystes est globalement mauvais, timoré, déçu, sauf un ou deux, comme Dan Ives, comme d'habitude, qui est super bullish sur le sujet. Donc voilà, Tesla reste une affaire à suivre, mais pour l'instant, on n'a pas réglé beaucoup de problèmes. Musk n'a pas montré qu'il était beaucoup plus committed que ce qu'on attendait au niveau de Tesla. Il est là, oui, c'est vrai, mais il est aussi sur SpaceX, il est aussi sur X, il est aussi sur Starlink, il est aussi sur AX, la boîte d'intelligence artificielle. Bref, il n'est pas suffisamment présent. Et de nouveau, les questions auxquelles on espérait avoir des réponses n'ont pas été répondues. En revanche, si on regarde les performances de la semaine, alors vous voyez grosso modo que sur la deuxième colonne, et que finalement, c'était une relativement bonne semaine. Alors, on a juste effectivement la Chine qui reste très volatile pour les raisons dont on a abordé le sujet. Pour le reste, vous voyez le CAC 40 qui prend 0,48% compte tenu du budget et ce qu'on attend sur la croissance économique française, c'est pas plus mal que ça. Le DAX qui est en hausse de 1,32%. Avec tout ce que je vous ai dit, c'est quand même assez hallucinant, de nouveau, très fort. Pourtant, quand on voit les news économiques, perso, je l'aurais vu bien plus bas que ça. Autrement, le reste, le Nikkei qui reprend 2,45%, le SOX qui est en hausse de 2,48%, le Dow Jones Transportation, je vous disais la semaine dernière qu'on avait un petit problème parce que finalement le Dow continue de battre des records, mais que le Dow Jones Transportation avait plus de peine, il est en train de rattraper le retard. Et puis le S&P 500 qui prend 1,11%, qui termine au plus haut de tous les temps. Donc voilà, grosso modo, une relativement belle semaine en termes de performance sur les indices boursiers, sauf la Chine. Mais la Chine, par rapport à la perte de la semaine précédente, elle avait de quoi prendre les profits. Et puis, encore une fois, toutes les réponses ne sont pas là. Et on attend de voir un peu plus de la part du gouvernement chinois. Sur la performance du SMI, alors vous avez Richemont qui prend 0,42%. On va revenir sur la thématique du luxe dans quelques instants. ABB qui monte de 1,38%. Rien d'extraordinaire sur la Suisse. Roche qui repart un petit peu à la hausse parce qu'ils ont reçu 2-3 autorisations sur des produits pour le cancer. Donc plus 3,83% cette semaine. Mais là aussi, vu la claque de la semaine précédente, c'est un juste retour des choses. Sika qui continue à être sous pression sans aucune nouvelle. J'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Partners Group qui consolide et qui vont acheter des nouveaux immeubles en Italie, qui augmente son parc immobilier en Italie. Puis vous voyez, le reste, pas grand-chose, plus 3,22% sur l'UBS qui bénéficie un peu de l'effet banque après les publications positives du trimestre aux États-Unis sur les bancaires en l'occurrence. On repart sur le point technique de la semaine. Donc vous voyez mon SMI qui consolide toujours dans ce range. Donc on a toujours ce grand range haussier, tendance haussière qui reste là. Pour l'instant, on vit dans le bas de ce range. On essaie de trouver des points de sortie, mais c'est pas facile. Quand vous regardez fondamentalement les mouvements du SMI entre les extrêmes bas, on a quand même été testé en dessous du canal en début de semaine, mais on s'est bien retourné. Donc, on va regarder le bas du SMI sur cette semaine, là, le point bas. C'était mardi, vous avez un low à 11 887 et un high en fin de semaine où on finit au plus haut à 12 133. Donc vous voyez que les ranges sont quand même... là, on termine la semaine
à 12 176. Donc on est vraiment dans des ranges extrêmement serrés pour la Suisse. Donc on tient ce canal haussier, on reste dans notre canal haussier, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Il va falloir trouver une certaine dynamique pour l'instant. On ne voit pas trop d'où ça peut venir, mis à part de nouveau les Magnificent Tree en Suisse. Mais ça reste compliqué parce que tant qu'on n'a pas un réveil de la part de Nestlé, eh bien, ça va être difficile. Nestlé qui publiera ses résultats le 17 octobre, et j'y reviendrai également tout à l'heure. Sur les marchés américains, alors vous voyez que pour l'instant, on peut dire qu'on est en train de casser gentiment à la hausse sur le S&P 500. Il n'y a pas grand-chose de neuf à dire. La tendance, elle est là. C'est vachement extended. Il n'y a plus non plus une énorme niaque. On parle de consolidation. Mais peu importe comment on veut retourner la chose, pour l'instant, c'est bullish. Le graphique est en train de casser à la hausse. Il ne montre pas de signe de faiblesse. Donc pour l'instant, il ne faut pas aller contre la tendance et ça continue de monter. Le Nasdaq n'a pas encore atteint ses plus hauts historiques quant à lui. Alors vous voyez que pour l'instant, on est en train de se battre plutôt avec cette zone ici qu'on a là, ce point haut qu'on avait fait avant de se retourner il y a quelques semaines. On est de nouveau en train de se battre avec ce point qui se situe exactement à 20 000, on va dire 20 300 sur le Nasdaq. Donc il faut qu'on arrive à casser cette résistance de 20 300 pour pouvoir aller chercher les plus hauts historiques. On a comblé le gap ici, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt encourageant. Donc ça, c'est réglé. On va pouvoir passer à autre chose. Mais l'un dans l'autre, voilà, le Nasdaq donne l'impression de pouvoir aller plus haut. J'ai envie de vous dire que ce sera les résultats du trimestre qui vont faire effet de juge de paix pour savoir si on peut y retourner ou pas. D'ailleurs, le juge de paix passera par là, mais vous voyez, ça c'est le SOX, il est lui aussi bloqué avec cette résistance-là à 5335. On n'arrive pas à passer. Pour passer plus haut sur le SOX, il va falloir effectivement, comme je vous le disais, que les sociétés concernées commencent à montrer des espoirs de croissance relativement intéressants. ASML va commencer cette semaine, mais vous voyez que gentiment, on a quand même malgré tout une tendance haussière à très court terme qui se dessine. Donc tant qu'on reste dans ce canal haussier, je pense qu'on a peut-être l'espoir d'aller chercher le gap là aussi, un peu plus haut. Après, est-ce qu'on arrivera à aller au plus haut historique? Eh bien, ça dépendra bien évidemment des chiffres trimestriels. Retour en Europe avec le CAC 40. Alors, comme je vous le disais, pas non plus marqué de déception par rapport au budget parce qu'on était occupé un petit peu ailleurs. Pour l'instant, le CAC reste vraiment dans ce range entre 7700 et 7400. On a essayé la sortie l'autre jour, ça n'a pas fonctionné. On revient sur les bas, mais on ne veut pas casser la moyenne mobile des 50 jours. Donc on est vraiment dans cette zone-là. La grande question, vous voyez que la moyenne mobile des 200 est à plat, que la moyenne mobile des 50 est à plat. Pour l'instant, on a envie de se dire, qu'est-ce qui va arriver ces prochains temps sur la France et qu'est-ce qui pourrait potentiellement nous permettre de sortir à la hausse ou à la baisse. Ce sera peut-être encore une fois la thématique du luxe. Donc le DAX, voilà le DAX, que dire, on n'est pas au plus haut de tous les temps, mais on n'est plus tellement loin, puisque là, vous voyez, on termine la semaine à 19 373 et le plus haut de tous les temps en clôture, c'est le 19 473. Donc on est à 100 points des plus hauts de tous les temps, et ça, c'est le graphique d'un pays qui vous dit que les perspectives économiques sont tout simplement dégueulasses et que ça ne va pas se redresser de sitôt. Voilà, on peut se poser des questions, je vous laisse y réfléchir, mais effectivement, quand vous regardez les composants du DAX, eh bien, c'est une minorité de composants qui tirent à la hausse, et tout le reste est dans le coma, mais ça suffit pour l'instant à aller chercher les plus hauts historiques sur le DAX. On dit souvent que l'économie, elle reflète la bourse, ou la bourse, elle reflète l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement oublier cette possibilité. Et puis alors, on terminera avec le baril. Alors le baril, comme vous le voyez, ça représente bien ce que je vous disais par rapport aux tensions au Moyen-Orient. On n'en a aucune foutue idée de ce qui va se passer. Là, on est pour l'instant à 75,56 sur le WTI. Mais vous voyez qu'on est vraiment dans un range entre la 50 et entre la 200. Et que tant qu'on n'a pas une visibilité sur les intentions israéliennes par rapport aux raffineries iraniennes, j'ai l'impression qu'on va traiter entre 73 et 76 avant d'y voir un peu plus clair. Mais attention, parce que ce chiffre-là, cet indice-là, ce prix-là, aura des conséquences sur les prix de l'inflation ces prochains temps. Le CPI qui est sorti l'autre jour est calculé sur la période du mois de septembre. Donc le CPI est calculé sur cette période-là. Et donc là, le plus haut de cette période était autour des 71,50. Et là, le plus haut du mois d'octobre, pour l'instant, est à 76, 77.
Résultat, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait avoir comme implication sur le CPI si tout d'un coup on avait une cassure brutale à la hausse sur le WTI. Pour ce qui est des vedettes de la semaine, c'était relativement compliqué cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles qui étaient plutôt sectorielles que à l'interne même des sociétés. Donc je commencerai tout d'abord avec les réassurances. Assez intéressant à observer parce qu'en début de semaine, on a eu toutes les réassurances, alors là je parle carrément au niveau européen, toutes les réassurances qui se sont fait déglinguer parce qu'on s'est dit « Oh là là, les typhons, les ouragans aux États-Unis, Hélène, Milton, c'est la fin, ça va raser la Floride, ça va coûter tellement cher aux assurances qu'ils vont en prendre pour leur grade. » Donc résultat, au début de semaine, on avait Hannover Re, Münchner Re, Swiss Re qui se faisaient taper dessus allègrement. Et puis, en fin de semaine, jeudi, on s'est dit « Ah non, mais attends voir, on est quoi? On est bientôt sur la fin de l'année. » Mais alors, si on est bientôt sur la fin de l'année, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont commencer à devoir recalculer les primes pour l'année prochaine. Et puis, vu ce qui est en train de se passer, ah ben oui, c'est des assureurs, hein, donc forcément, ils vont bouger un petit peu le concept des primes et ils vont remonter tout ça à la hausse. Puis, comme ils vont devoir être payés rapidement, eh ben, ils vont encaisser plein de fric, plus que l'année passée. Et puis, comme vous le savez, quand il y a des dégâts magistraux, eh bien, eux, ils sont beaucoup moins pressés pour rembourser les résultats. Finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et du coup, en fin de semaine, eh ben, on avait un rebond sur le secteur des réassurances. Alors, vous voyez le graphique de Swiss Re, hein, ça se passe de commentaires. Comme je vous le disais, début de la semaine, oh mon Dieu, les ouragans. Fin de semaine, oulala, super, des nouvelles primes. Donc, double effet qui se coule inversé sur la Swiss Re. Et vous voyez le graphique de la Münchner Rück. Donc, en gros, c'est exactement la même configuration. Oh my God, attention les ouragans. Première vague, c'était fin de semaine dernière et début de semaine. Et deuxième vague, youpi, on va encaisser plus de pognon. Tout simplement, je vous passe les autres, mais c'est exactement le même principe sur les autres réassurances de la planète. Doc Morris, la pharmaceutique online. Alors, petite rumeur de la semaine, je vous montre juste le graphique, parce que on a eu un blip à la hausse. Vous voyez, c'était mardi, sauf erreur, où le titre est monté violemment parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient se faire racheter. Et puis comme rien n'est venu, eh bien, le titre a continué à aller plus bas. J'ai vu ni confirmation ni infirmation de cet éventuel takeover. Donc à surveiller quand même. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un peu de réanimation à faire de ce côté-là. Chez Givaudan, ils ont publié leurs chiffres cette semaine. Donc grosso modo, eh bien, ils ont annoncé un chiffre d'affaires en hausse sur les 9 derniers mois. Ils ont annoncé des recettes du groupe en hausse de 7,2%. Et ils tapent sur une croissance organique des ventes d'au moins 4 ou 5% sur les prochains mois. Par contre, la société s'est refusée à donner la moindre guidance. Résultat, eh bien, il s'est juste rien passé et Givaudan n'a pas énormément bougé cette semaine, même si les analystes se sont exprimés d'une manière assez satisfaite dans les jours qui ont suivi. Vous voyez que sur la publication des résultats, on a quand même pas mal hésité, on est monté puis redescendu. Grosso modo, il y avait de l'argent à faire en trading, mais pour le reste, on est exactement au même endroit qu'avant. Il ne s'est rien passé, enfin on dirait qu'il ne s'est rien passé sur Givaudan. Il faut dire que le secteur de la chimie, pour l'instant, en Europe, n'est pas non plus le truc le plus sexy du moment, comme en général, mais là, tout particulièrement en ce moment. Le luxe, alors le luxe, il est très lié en ce moment à la Chine. Richemont a signé des partenariats aux États-Unis, mais c'est pas ce qui a vraiment fait bouger les actions. La première chose qui préoccupe le secteur du luxe, et ça je parle pour Richemont, pour LVMH, pour Hermès, pour Kering, c'est principalement ce qui se passe en Chine. On l'a déjà dit et répété, c'est un peu caricatural, mais tout le monde s'attend à que le redémarrage économique chinois génère des achats de biens de luxe en Europe, chez les boîtes européennes en tous les cas. C'est ce qu'on attend. Pour l'instant, c'est pas ce qui s'est prévu. Pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu dans l'immédiat parce que le stimulus va prendre du temps pour se mettre en place, bien sûr, et les effets du stimulus ne vont pas se faire en 15 jours. Et résultat, il y a un peu ce côté, on est content, mais en même temps, on est déçu parce que ça ne vient pas tout de suite. On voit très bien que pour l'instant, c'est difficile d'avoir des grands espoirs, sachant que le stimulus n'est pas assez orienté vers le consommateur, parce que c'est pas les banques qui vont venir acheter des sacs à main, c'est le consommateur. Et résultat, on a des doutes, ce qui fait que ces doutes se ressentent de manière assez forte sur le secteur du luxe en général en Europe. Donc ça va un peu dans tous les sens. Début de semaine, pas trop mal, déception ensuite. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau du graphique, mais vraiment, pour l'instant, tout ça est très très lié avec ce qui se passe avec la Chine. Donc, attendez-vous à tout et n'importe quoi sur le secteur ces prochains temps. Je vous passe les graphiques parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. On retiendra simplement aussi que Kering a nommé un nouveau gars à la tête de Gucci. C'est un ancien de chez Prada qui reprend la tête.
Il va falloir cartonner parce que c'est le point noir de Kering. Et pour l'instant, on attend vraiment de voir ce qu'il va faire. Sinon, ça sera simplement un fusible de plus. Mais pour le moment, eh bien, le luxe est vraiment très axé avec ce qui se passe en Chine. Donc, semaine houleuse et volatile sur le secteur du luxe, tout simplement parce qu'on attend de voir, de savoir et d'avoir plus d'espoir sur le côté stimulus chinois. Le graphique que vous voyez à l'instant, c'est le graphique de Sika. Donc, Sika fait partie, c'est la pire performance du SMI cette semaine. J'ai cherché partout pour essayer de comprendre pourquoi plus personne n'en voulait. Bon, de nouveau, le secteur, c'est pas le truc le plus sexy, c'est la construction. Aujourd'hui, c'est pas l'euphorie non plus. C'est un peu comme des boîtes comme Geberit. Ils ont un gros potentiel, mais on attend vraiment qu'il y ait un redémarrage dans la construction. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas un énorme engouement sur le titre. Hein. Comme vous le voyez depuis quelques temps, elle a quand même beaucoup souffert. Pourtant, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en cherchant un peu dans les médias financiers à droite à gauche, eh bien, il n'y a absolument pas de news négatives. Vous avez eu plusieurs upgrades ces derniers temps, plusieurs analystes qui ont réaffirmé leur price target bien plus haut que ça. Plutôt des commentaires encourageants sur Sika, mais pour l'instant, personne n'en veut. Donc le titre continue à rester sous pression. Difficile de trouver un point d'entrée sur Sika. J'aurais tendance à vouloir dire que si on vient se repositionner sur les bas de ce grand support horizontal, on va dire, si on revient sur les 253, peut-être qu'il serait temps d'essayer de commencer à se repositionner sur Sika pour jouer ne serait-ce que ce range dans lequel nous sommes pour l'instant de manière assez évidente. Puisque vous voyez qu'on a le bas du range et le haut du range ici. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller tant qu'il n'y a pas de nouvelles contradictoires, mais c'est vrai que c'est assez choquant et surprenant de voir cette espèce d'engouement général de la part des analystes, mais en même temps qui ne se ressent pas du tout sur l'action. Vous connaissez ce graphique, je ne mettrai même pas le nom, mais vous le connaissez quand même, c'est bien sûr Nestlé. Donc Nestlé est toujours au fond du bac. Il n'y a rien à dire sur le graphique, mais ce qu'il faut retenir sur Nestlé, c'est que pour l'instant, elle fait partie de ces boîtes que tout le monde déteste. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Encore cette semaine, il y a eu des révisions de target à la baisse, des gars qui confirment le fait qu'ils sont toujours sur hold, mais qu'il n'y a rien à l'horizon. En fait, il n'y a pas de gras pour l'instant pour se dire il y a une nouvelle histoire qui est en train de sortir. Il faut commencer à se positionner parce qu'ils vont inverser la tendance. Bon, ils ont changé de CEO, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce que le nouveau CEO va mettre en place, mais pour l'instant, vous avez cette espèce d'énorme dépression nerveuse de la part des analystes qui disent bah moi j'y crois pas, moi j'attends, c'est pas que j'y crois pas parce que ça reste une bonne boîte, mais en même temps, j'ai pas de visibilité, je sais pas sur quoi m'accrocher. On n'a pas de grain à moudre et on n'a pas d'histoire à raconter. Et comme souvent dans la finance, eh bien c'est du narratif, hein. J'adore ce mot, c'est du narratif. On vient raconter des histoires et il faut que ces histoires nous motivent, nous donnent un peu d'espoir sur la suite des événements. Pour l'instant, on n'a pas ce genre de choses et comme on n'a pas ce genre de choses, bah, personne n'a envie de venir se repositionner. Alors, on affine les price targets pour dire je regarde quand même. On baisse les recommandations, mais sans vraiment être sur celle. Bref, on a l'impression que c'est quand même bon marché, que c'est très bas, mais on attend un catalyste. La semaine prochaine, le 17 octobre, Nestlé va publier ses chiffres trimestriels. C'est la première fois que le nouveau CEO va parler et va pouvoir s'exprimer sur le sujet. Donc on espère avoir un petit peu plus de narratif pour essayer peut-être enfin d'inverser la tendance. Et comme on voyait sur le SMI tout à l'heure, une inversion de tendance est absolument nécessaire pour pouvoir espérer retourner en direction des 12 600, 12 800 sur le S&P et sur le SMI et aller casser peut-être un peu plus haut. Donc on attend de voir ce que Nestlé nous réserve pour le 17 octobre. Voilà ce que l'on pouvait raconter sur cette semaine de bourse en Suisse, en Europe et dans le monde. Comme vous le voyez, on n'est pas plus avancé qu'avant, mais les tendances sont bien établies. On est plutôt optimiste. On a beaucoup de choses qui se pointent au niveau électoral, comme je vous l'ai dit. Hein, les Américains, on va beaucoup en parler ces prochains temps. On sait qu'historiquement parlant, le mois d'octobre est un mois relativement bon, sauf les années électorales. Pour l'instant, ça va. C'est pas l'euphorie, mais ça va. Mais il reste encore deux belles semaines en octobre pour changer la donne. Pour l'instant, on va se concentrer de plus en plus sur les projections électorales. Il y a un truc qui était assez intéressant ce matin. Je suis tombé sur un article où les gens disaient finalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de nous bidouiller les chiffres économiques pour faire croire que tout va bien aux États-Unis. En espérant que Kamala Harris soit élue, puis une fois qu'elle va perdre l'élection et que c'est Trump qui sera élu, l'économie va se péter la gueule, et puis on dira c'est de la faute de Trump. Vous voyez, il fallait élire quelqu'un d'autre. Ça, c'est un joke, bien sûr, mais enfin, ça peut être quand même assez rationnel comme réflexion, parce que, comme je vous l'ai dit en début d'émission, eh bien, ces chiffres qu'on nous donne, que ce soit le CPI, les non-farm payrolls,
on voit quand même qu'il y a des difficultés à les apprécier. Et on voit que beaucoup de gens ont beaucoup de doutes sur la véracité de ces chiffres économiques qui paraissent quand même un peu bizarres compte tenu de l'environnement. Et c'est encore une fois le cas du CPI et du PPI. Durant la semaine qui vient, d'abord, on va se voir tous les matins pour parler des marchés financiers comme d'habitude dans le Morning Bull Live. Mais cette semaine, on aura quand même beaucoup de chiffres trimestriels puisque c'est vraiment le début, la première grosse semaine. Alors en Suisse, je vous l'ai dit, on aura Nestlé le 17 octobre. On aura aussi LVMH, pas en Suisse, mais en France, qui sera publié mardi. Donc là aussi, bien sûr, l'update sur le luxe sera très important de savoir comment est-ce qu'ils perçoivent les choses, mais est-ce qu'ils ont senti un changement sur un trimestre. Donc ça, ce sera la grosse thématique du luxe. ASML, mercredi matin, qui va nous aider à voir un peu plus clair sur le secteur des semi-conducteurs. Et puis aux États-Unis, vous le voyez, ce sera relativement calme lundi. Par contre, alors à partir de mardi, on aura donc United Health, il y aura Citi, Bank of America, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Charles Schwab, PNC, State Street. Donc vous voyez qu'il y aura du monde au niveau financier de nouveau. Et puis alors après, à partir de mercredi, donc vous le voyez, ASML, bien sûr, Alcoa qui est toujours une très bonne représentation de l'état économique du pays. On aura également CSX pour tout ce qui est import-export et transport de marchandises. On aura également Abbott. Bref, il y aura du monde la semaine prochaine. N'oubliez pas non plus TSMC jeudi matin, toujours au niveau des semi-conducteurs. Et puis, dans les gros qui arrivent, Netflix qui publiera jeudi soir. Toujours intéressant Netflix, vous le savez, parce que très volatile après les publications. On terminera la semaine en pente douce avec American Express et Schlumberger. Mais la semaine d'après encore sera extrêmement spectaculaire. Ça tombe bien, ce sera les vacances scolaires à Genève. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Grosse émission, un peu trop longue peut-être, mais il y avait pas mal de choses à dire un peu partout et pas qu'en Suisse. Je voudrais encore vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à revenir pas plus tard que lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis j'en profite encore une fois pour vous remercier d'être toujours aussi présents, aussi nombreux, nombreux à vous abonner, nombreux à suivre, nombreux à liker. Les journées sont régulièrement autour des 7000, 8000 vues sur chaque vidéo, donc merci à vous d'être là. Ouais, je le dis un peu trop souvent peut-être, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que ça plaît et que ça continue de plaire. Et moi je me réjouis déjà, mais alors avec un plaisir non dissimulé, de vous retrouver lundi matin. Très bon week-end à tous, profitez bien à lundi. Bye bye.